Août 1964, le président américain Lyndon B. Johnson a hérité d'une crise en cours dans la nation d'Asie du Sud-Est du Vietnam de son prédécesseur John F. Kennedy. La crise implique la propagation du communisme du nord du Vietnam vers le sud et potentiellement au-delà, menaçant la position des États-Unis dans la région contre l'Union soviétique pendant la guerre froide. Au début, il adopte la politique de formation et d'équipement de l'armée sud-vietnamienne pour mener la guerre elle-même, mais lorsqu'un navire de guerre américain est attaqué dans le golfe du Tonkin, lui et son gouvernement estiment que le combat nécessite désormais une implication plus directe. Le complexe militaire américain était sans égal sur la planète en 1964. Vaste et hautement sophistiqué, on croyait qu'il pouvait atteindre n'importe quel objectif qui lui était présenté, et pourtant au Vietnam, cette merveille technique a été contrainte de descendre dans la boue pour combattre son ennemi. Cela a poussé les dirigeants américains à envisager d'améliorer leur atout le plus précieux, le soldat américain. La science offrait la possibilité de donner aux soldats américains une plus grande endurance, force, agressivité contre leur ennemi et protection contre les stress de la guerre. C'était l'ère du super soldat amélioré par les drogues. Mais comme l'histoire le prouverait, cela aurait un coût. C'est l'histoire de comment la guerre du Vietnam est devenue la guerre pharmacologique. Bienvenue à Guerre du Monde. Tout au long de l'histoire de la guerre, les commandants militaires ont toujours cherché à améliorer leurs propres troupes de diverses manières, dans l'espoir de remporter la victoire. Avant la création des nations du monde, lorsque l'humanité vivait en petites tribus souvent nomades, le conflit avec d'autres groupes voyait souvent la tribu avec le plus grand nombre de guerriers émerger en tant que vainqueurs, matraquant ou transperçant leurs ennemis à mort dans une orgie de violence désorganisée. Cependant, les risques que d'autres tribus forment des alliances signifiaient que même la plus grande tribu unique pouvait se retrouver en infériorité numérique, et cela a probablement conduit au développement le plus fondamental de l'histoire de la création du soldat parfait, la discipline. Il est facile d'oublier à quel point l'instauration de la discipline dans une force armée a eu un impact sur la guerre, car elle a permis aux commandants de mieux dicter les campagnes militaires. L'instauration de la discipline et d'une chaîne de commandement a également conduit à une autre innovation majeure, celle de la standardisation de la formation. Encore une fois, cela semble évident pour les yeux modernes, mais une formation standard améliore l'efficacité d'une armée puisque toute la force sait ce qu'on attend d'elle lorsque la bataille commence. Pour atteindre les niveaux nécessaires de discipline et de formation pour la bataille, les soldats devaient être conditionnés mentalement pour la tâche à accomplir, soit par l'endoctrinement comme l'instruction religieuse, soit par des menaces faites contre eux ou leurs proches s'ils ne s'engageaient pas pour la cause pour laquelle ils étaient censés se battre. Ce n'est donc pas une coïncidence si les premiers super-soldats de l'histoire, comme l'armée romaine, ont conditionné leurs troupes pour la guerre et leur ont inculqué la troisième condition importante, le désir de gagner. Le conditionnement physique et mental des troupes est devenu courant dans les armées, ces dernières étant souvent perçues plus comme des biens de l'État que des individus, facilitant leur adaptation à un objectif donné. Avançons rapidement jusqu'au début des années 1960 et à la préoccupation croissante des États-Unis face à la situation qui se déroule en Asie du Sud-Est. Considérons comment ces trois facteurs, la discipline, la formation et la volonté de gagner, s'appliquent aux troupes américaines de l'époque. En 1964, sans aucun doute, les forces armées américaines étaient parmi les mieux formées et les plus disciplinées au monde, possédant des armes supérieures, une technologie avancée et une richesse d'expérience de combat provenant à la fois de la Corée et de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi, en théorie, les observateurs anticipaient une victoire américaine au Vietnam en 1964, après l'incident du golfe du Tonkin, où un navire militaire américain a été attaqué par la marine nord-vietnamienne, provoquant l'intervention militaire directe des États-Unis dans le conflit. Cependant, en ce qui concerne le troisième facteur, le désir de gagner, les choses deviennent un peu plus floues. Pour les dirigeants militaires et politiques américains,
la nécessité d'intervenir était évidente. Si le Sud-Vietnam tombait aux mains du bloc communiste, il ne fait aucun doute que le Cambodge, le Laos et la Thaïlande voisins iraient offrir à la Chine et à l'Union soviétique des bases, ce qui permettrait aux navires et aux avions d'attaquer les intérêts américains dans le Pacifique si une troisième guerre mondiale éclatait jamais. Ainsi, à Washington, l'envie de victoire était grande, mais il ne dominait pas le combat. Les gens ordinaires dans la rue, qui constituaient la majorité des forces armées américaines, n'étaient souvent pas aussi clairs sur la menace au Vietnam. Pour eux, ce qui se passait de l'autre côté de l'océan Pacifique ne les concernait pas dans leur vie quotidienne, et bien que la plupart des Américains reconnaissaient la menace du monde communiste, ils avaient également été endoctrinés par la propagande américaine, inculquant que l'armée américaine était si forte qu'elle ne pourrait jamais vraiment être vaincue chez elle, même dans une guerre nucléaire. Ainsi, la motivation pour aller faire la guerre dans un autre pays, pour un peuple et une culture qui leur étaient nettement étrangers, était faible. Surtout parmi les conscrits, amenés pour renforcer les effectifs américains au Vietnam, ce qui a entraîné une baisse notable du moral. Cependant, même parmi les éléments les plus endurcis de son armée qui croyaient en la lutte, il y avait une désillusion croissante quant à la manière dont la guerre était menée. Alors que leur ennemi avait adapté tout son mode de vie pour vivre et combattre dans les jungles, les Américains avaient souvent du mal à répondre aux exigences physiques et psychologiques du type de combat, ce qui entraînait une dégradation des performances. Ainsi, la direction américaine a débuté la recherche de méthodes pour améliorer l'endurance et le bien-être de leurs hommes via l'usage de drogues. Ils croyaient que de tels produits pharmaceutiques améliorant les performances pourraient révolutionner la transformation des civils en soldats, modifiant leur comportement pour les faire vouloir combattre et peut-être même créer la première génération de super-soldats. Il était évident que la guerre était une entreprise physiquement exigeante. Napoléon Bonaparte lui-même a une fois déploré, je cite, « La première vertu d'un soldat est l'endurance de la fatigue. Le courage est la deuxième vertu. » Fin de citation. Le Vietnam était différent de nombreux conflits auxquels l'armée américaine s'était adaptée. Alors que dans la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, où une grande partie du leadership de l'armée américaine au Vietnam avait fait ses preuves, les combats en Asie du Sud-Est manquaient de lignes de front établies. C'était une guerre de zone, où certaines régions étaient infestées d'activités ennemies, tandis que d'autres ne l'étaient pas, avec très peu de logique quant à la raison pour laquelle une zone ou une autre était telle qu'elle était. S'ajoutait à cela le terrain inhospitalier et la jungle dense qui rendaient simplement la marche difficile, sans parler de l'utilisation de véhicules, blindés ou non. Ajoutez à cela la multitude d'équipements que le soldat américain devait porter, certainement une bénédiction pendant le combat, mais aussi une malédiction à presque tout autre moment dans cette atmosphère chaude et humide. Il est rapidement devenu évident que le Vietnam était un conflit qui pouvait briser même le corps occidental le plus robuste. Même avec des hélicoptères permettant aux troupes de survoler de grandes portions de terrain, les problèmes persistaient une fois qu'ils étaient au sol. Et les hélicoptères étaient souvent limités par les endroits où ils pouvaient atterrir, et survolaient souvent des positions ennemies dissimulées sans même s'en rendre compte. Ainsi, les troupes américaines ont dû descendre dans la jungle pour chercher leur ennemi, espérant les combattre avec assez de force pour tenir tête. L'entraînement physique était bien sûr la priorité absolue dans le but de forcer le corps des hommes à s'adapter aux exigences du Vietnam, mais la nature avait ses limites. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs médecins ont mené des recherches en collaboration avec l'armée américaine sur les soi-disant pilules post-exposition prophylaxie qui étaient censées repousser médicalement les effets de l'épuisement. Au Vietnam, cette recherche a conduit à la distribution de dextroamphétamine aux troupes pour les maintenir alertes et leur donner une plus grande endurance. Ce médicament est toujours utilisé aujourd'hui pour traiter la narcolepsie et le trouble déficit de l'attention hyperactivité, ou trouble déficit de l'attention hyperactivité mais au Vietnam, il était destiné à améliorer les performances et fonctionnait en stimulant le système nerveux central. Selon l'armée américaine, pour une patrouille de 48 heures, un militaire pourrait recevoir 20 mg, ce qui devrait entraîner des améliorations notables par rapport à la même activité sans le médicament. Cependant, les témoignages des troupes sur le terrain révèlent qu'on ne prêtait que très peu d'attention à la dose exacte qui était délivrée, un soldat déclarant qu'elles étaient distribuées comme des bonbons. La marine américaine s'est révélée être le plus grand utilisateur du médicament,
les marins ayant du mal à se concentrer sur leurs devoirs à bord des navires, et des patrouilleurs en l'absence d'activité et de stimuli naturels pour les maintenir éveillés. En 1971, un rapport de la Commission spéciale de la Chambre sur la criminalité a révélé qu'entre 1966 et 1969 seulement, les membres des forces armées avaient reçu 225 millions de comprimés de stimulants, dextroamphétamine pour booster leur performance sur le terrain. En moyenne, il a été découvert que chaque membre en service de la marine aurait consommé 21,1 pilules par an, suivi par l'US Air Force qui en consommait 17,5, tandis que l'US Army en prenait 13,8. Du point de vue de la direction militaire, les pilules avaient un bonus sous la forme d'une augmentation notable de l'agressivité. Elton Mansioni était membre d'un peloton de reconnaissance à longue portée ou longue portée de reconnaissance pendant la guerre et a expliqué comment les pilules, je cite, « vous donnaient un sentiment de bravoure tout en vous maintenant éveillé. Chaque vue et son était amplifiée. Vous étiez connecté à tout cela et parfois vous vous sentiez vraiment invulnérable. » Fin de citation. Comme si tout cela ne suffisait pas, les comprimés de dextroamphétamine étaient souvent soutenus par des injections régulières de stéroïdes. Cependant, les dextroamphétamines, loin d'être une panacée, étaient associées à de nombreux problèmes qui se manifesteraient chez ceux qui les consommaient régulièrement. Une utilisation incorrecte du médicament pouvait risquer d'affecter le cœur et le système circulatoire, provoquant des douleurs thoraciques, des problèmes respiratoires et des engourdissements, ainsi que des doigts ou des orteils pâles ou froids. Ces effets, même traités, pourraient causer des problèmes cardiaques plus tard dans la vie de l'utilisateur. De plus, la sensation d'être connecté à l'environnement autour du preneur, comme l'a souligné Mansioni, peut submerger le cerveau qui peut avoir du mal à traiter les informations qu'il reçoit. Cela peut conduire à des épisodes de manie ou de psychose, voir ou entendre des choses qui ne sont pas réelles, une agression incontrôlable, de la paranoïa et la prise de risques inutiles. En bref, leur utilisation peut entraîner une perte de discipline chez un soldat, ce qui peut affecter les autres, endommager la cohésion de l'unité, voire mettre l'équipe en danger. La consommation de dextroamphétamine était perçue comme volontaire, mais l'acceptation culturelle au sein des unités militaires, surtout face à des pilules semblant aider à gérer les demandes du service au Vietnam, rendait les refus rares. Il y avait aussi une pression de la part de la chaîne de commandement supérieure pour prendre les comprimés de peur qu'un soldat trop épuisé qui n'avait pas pris les comprimés ne retienne les autres qui l'avaient fait, ces troupes se voyant souvent proposer les comprimés lorsqu'ils sentaient leur endurance faiblir et que leur résistance mentale à prendre les médicaments était à son plus bas. Certaines recherches menées sur l'usage de drogue parmi le personnel militaire suggèrent qu'environ 3,2% des troupes américaines étaient des consommateurs réguliers d'amphétamines avant leur déploiement au Vietnam. À la fin du tour de service standard d'un an, ce nombre aurait augmenté à 5,2%, ce qui en termes réels signifiait qu'en 1967, 19 000 membres du personnel militaire américain prenaient régulièrement des stimulants pour améliorer leur performance sur le terrain. Une telle utilisation régulière avait bien sûr un inconvénient majeur, c'est que la chimie corporelle des hommes s'habituerait à recevoir les drogues. En d'autres termes, ils deviendraient dépendants. Cela posait problème quand la drogue non requise pour les opérations n'était pas fournie. Mais avec le corps maintenant impliqué, il y avait forcément des conséquences, physiques et psychologiques. Des milliers sont devenus dépendants à ces stimulants en raison de l'ignorance qu'on ne peut pas consommer ces comprimés sans impact à long terme. Pour la direction militaire, c'était simplement un autre élément à gérer pour le bien-être psychologique de leurs troupes. Le moral des troupes a toujours été reconnu comme vital pour mener à bien une campagne, car si le moral était autorisé à tomber trop bas, les troupes pourraient être saisies par un sentiment de défaitisme, conduisant à une perte de discipline ou même à un manque d'effort dans la bataille, conduisant à un certain degré de suicide collectif. Ce n'est qu'au début du XXe siècle et avec la naissance de la psychiatrie moderne que la médecine militaire a vraiment commencé à apprécier le rôle que la psychologie jouait dans la guerre. Tout comme les maladies physiques épuisaient la force des unités militaires, la maladie mentale le faisait aussi, et au milieu des années 1950 de grands efforts ont été déployés pour soulager la souffrance mentale des troupes au combat.
Le considérant presque comme une blessure physique, l'armée américaine a de nouveau vu le médicament comme la solution. Au Vietnam, l'un des médicaments les plus couramment utilisés pour aider les troupes à faire face au stress mental du combat était la chlorpromazine, fabriquée par GlaxoSmithKline sous la marque Thorazine. Le Thorazine est un médicament antipsychotique de la famille des phénothiazines, ce qui signifie qu'il fonctionne en bloquant les messages envoyés à l'aide de la substance dopamine dans le cerveau. En temps de paix, il était utilisé pour traiter les troubles psychotiques tels que la schizophrénie ou la dépression maniaque et les problèmes de comportement graves chez les enfants. Au Vietnam, il a été couramment utilisé pour traiter l'anxiété de guerre, comme le Valium. Ce n'était pas quelque chose qui était gardé secret, mais qui était largement rapporté et GlaxoSmithKline a ouvertement promu son activité au sein de l'armée de l'État américain pour augmenter son prestige. Les études semblaient appuyer l'usage de ces médicaments. Les psychiatres militaires de l'époque ont rapporté que le taux de défaillance mentale parmi les soldats américains était de l'ordre de 10% pendant la Seconde Guerre mondiale et d'environ % pendant la guerre de Corée. Au Vietnam, il est tombé à seulement 1%, ce qui équivaut à 12 cas pour 1000 soldats. Sur le papier donc, la pratique de médicamenter les troupes pour repousser la fatigue mentale ou l'anxiété du combat semblait fonctionner. Mais très rapidement, les critiques ont commencé à souligner à quel point ces chiffres étaient à courte vue. Les psychiatres civils surveillant le travail de leurs homologues militaires ont rapidement souligné que les médicaments nuisaient souvent à la capacité physique. Mais plus important encore, ils ne s'attaquaient pas à la cause du stress. L'utilisation de tels médicaments dans le monde civil vise à aider le patient à faire face pendant qu'il reçoit un traitement à long terme. Ils ont souligné que les médicaments pris sans une psychothérapie appropriée ne font que supprimer les problèmes qu'ils étaient censés résoudre, qui restent profondément ancrés dans le psychisme, ce qui présente bien sûr le risque qu'ils explosent à la surface des années plus tard sous forme de troubles de stress post-traumatique ou troubles de stress post-traumatique. Selon une recherche menée par l'auteur Łukasz Kamiński pour son livre « Shooting Up, une brève histoire des drogues et de la guerre », le mythe parmi les dirigeants militaires que les médicaments antipsychotiques à eux seuls annulaient l'impact du traumatisme de la guerre a conduit à une augmentation dramatique des cas de troubles de stress post-traumatique après la fin du conflit. Malgré leur sortie de la zone de guerre et leur retour à leur vie quotidienne aux États-Unis, ils étaient mal préparés à faire face à l'explosion soudaine d'émotions et aux souvenirs non filtrés qui les assaillaient presque quotidiennement. Ne supprimant plus ce traumatisme avec des médicaments prescrits, des milliers de vétérans se sont tournés vers les drogues récréatives en guise de substitut. De retour au Vietnam, l'usage de drogues récréatives a notoirement grimpé parmi les troupes américaines pendant le conflit, l'image des troupes fumant de la marijuana étant aussi ancrée dans la perception publique de la guerre que les scènes d'hélicoptères Huey remplissant le ciel, transportant des troupes serrant leurs fusils M16. Pourtant, alors que les politiciens aux États-Unis avaient déclaré une guerre contre les drogues, les commandants militaires au Vietnam toléraient en fait son utilisation, la considérant comme un autre mécanisme d'adaptation pour les hommes, comme les médicaments prescrits et l'activité traditionnelle des soldats de consommation d'alcool. Certains officiers ont indiqué plus pessimistement que l'ambiance parmi les soldats favorisait l'usage de drogue, soit par des voies officielles, soit par l'influence de la contre-culture des années 1960 aux États-Unis. Ils estimaient qu'il était irréalisable d'essayer de l'arrêter et laissaient donc leurs troupes s'automédiquer hors service. Cependant, la main de l'armée a été forcée en janvier 1968 lorsqu'un vétéran du Vietnam, John Steinbeck, a écrit un exposé pour le magazine Washingtonian révélant l'ampleur de l'utilisation de drogue parmi le personnel de service au Vietnam. En réaction, l'armée américaine a sévèrement réprimé les consommateurs de drogue, arrêtant parfois jusqu'à 1000 soldats hebdomadairement pour des affaires de drogue. Néanmoins, l'usage récréatif de drogue a continué d'être un problème répandu. Selon un autre rapport de 1971 du département de la Défense, jusqu'à 51% des forces armées américaines avaient fumé de la marijuana et 31% avaient utilisé des psychédéliques tels que le lysergique acide diéthylamide, la mescaline ou les champignons psilocybine. À cela s'ajoutait un supplément de 28% qui avaient avoué avoir pris des drogues plus dures comme la cocaïne ou l'héroïne, dont la disponibilité avait grimpé en flèche grâce à la guerre civile au Cambodge qui était financée par le commerce de la drogue.
De tels chiffres ont horrifié les gens à la maison, et la presse américaine était inondée d'allégations selon lesquelles des hordes de GI accros aux drogues rentraient chez eux pour propager le crime et la violence. En réponse, le gouvernement américain a mis en œuvre l'opération assez grossièrement nommée Opération Golden Flow, qui a commencé en 1971 et qui exigeait que tous les militaires de retour se soumettent à une analyse d'urine avant de rentrer chez eux. Ceux qui échouaient devaient rester au Vietnam pour une désintoxication, donnant une incitation claire aux troupes pour arrêter de les utiliser à mesure qu'ils se rapprochaient de la fin de leur tournée. Toutefois, qu'ils soient fournis par leurs supérieurs pour accroître l'endurance ou acquis sur le marché noir vietnamien pour échapper aux horreurs de la guerre. La culture de la drogue a envahi les troupes américaines. Sa suppression serait très difficile. Łukasz Chemienski soutient dans son livre que les effets du sevrage de la drogue ont en fait conduit à un certain nombre d'atrocités commises contre le peuple vietnamien par les troupes américaines pendant la guerre. Il a révélé un témoignage d'un soldat qui a admis qu'après avoir utilisé des dextroamphétamines pour améliorer son efficacité lors d'une patrouille de combat prolongée, dans les jours qui ont suivi la fin de la patrouille et qu'il ne recevait plus les pilules pour animaux, il est devenu si agité qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation où il envisageait réellement de tirer sur un groupe d'enfants vietnamiens. Bien qu'il ait pu se retenir, la question doit être posée: combien n'ont pas été aussi contrôlés dans des circonstances similaires et quelles actions potentiellement horribles ont-ils commises? Après la guerre, beaucoup de soldats ont suivi des programmes de réhabilitation ardus ou, dans des cas plus tristes, sont devenus plus dépendants aux drogues. La guerre du Vietnam a souligné certains problèmes de l'usage de drogue pour booster les performances militaires sans résoudre le débat. La culture occidentale continue de pousser pour des médicaments pour aider à toute qualité de vie, cela s'étendant également dans le monde militaire. Les commandants militaires et les psychiatres continuent de débattre pendant des décennies après la guerre et dans les conflits suivants sur l'utilisation que pourraient avoir les médicaments pour les troupes. Ceux qui soutiennent cette pratique soutiennent que les médicaments modernes, combinés à une meilleure compréhension des conditions psychiatriques et du traitement de leur utilisation, signifient qu'il est désormais beaucoup plus sûr d'utiliser des médicaments pour aider les soldats à traverser l'épreuve de la guerre. Cependant, les pressions pour répondre aux exigences des opérations militaires, en particulier dans plusieurs théâtres, comme lors de la guerre contre le terrorisme au début des années 2000, ont conduit à un assouplissement des règles concernant les médicaments. Des données du département de la Défense des États-Unis en 2008 ont montré qu'en septembre 2007, les prescriptions de narcotiques pour les troupes en service actif en Irak avaient augmenté à plus de 50 000 comprimés par mois par rapport à 33 000 par mois en octobre 2003, dans le but d'éviter que les troupes ne soient évacuées médicalement vers les États-Unis avec une sorte de fatigue de guerre ou de troubles de stress post-traumatique. Un rapport de National Broadcasting Company par Melody Peterson, en 2009, indiquait que beaucoup des antidépresseurs délivrés à ces troupes, équipés des armes les plus récentes et placés dans des environnements à haut stress, étaient si puissants que la Federal Aviation Authority interdisait aux pilotes d'avions civils de voler en les prenant. Pourtant, on permettait aux troupes de prendre des décisions de vie ou de mort sous leur influence. L'idée de super-soldats améliorés par des médicaments, aptes à parcourir de grandes distances et insensibles à l'immoralité de la guerre, ressemble de plus en plus à une science-fiction cauchemardesque, la technologie aidant davantage les soldats. Néanmoins, la controverse persiste sur l'ampleur de l'intervention médicale sécuritaire pour les soldats, surtout que le bien-être des anciens combattants est devenu un enjeu politique dans l'Ouest, avec des partis opposés se le disputant. D'une manière ou d'une autre, c'est un sujet qui ne semble pas près de disparaître de sitôt.